Bonjour et bienvenue dans cette vidéo YouTube. On s'est pas vu depuis un petit bout de temps, il me semble. Ah là là, ça fait 3 fois que j'essaye de tourner cette vidéo. Je suis au bout de ma vie. Je vais vous parler de mes lectures de l'année 2025, de janvier à août en fait. Parce qu'en septembre, j'ai rien terminé. En janvier, dans ma relecture de One Piece, j'ai relu le tome 67. C'est le moment où ils échangent les corps là. Il y a l'eau avec son pouvoir et il échange... C'est lui, hein, c'est ça. Je sais plus, pas bref. C'est sympa. C'est pas mon arc préféré. Donc One Piece, c'est l'histoire de Luffy qui veut devenir le roi des pirates et donc faut qu'il trouve le One Piece. Et pour trouver le One Piece, il doit traverser tous les océans, machin, truc. Et il lui arrive plein de trucs. Voilà, c'est sympa. Même si j'avoue que j'attends un petit peu la fin avec impatience. Ensuite, en février, j'ai relu pour la 3e fois La nuit où les étoiles se sont éteintes de Neil Gaiman et de Marie Alino aux éditions Albin Michel. Un bug du cerveau. Ah waouh. Oh, calm down, Jamal. C'est l'histoire de Finn Holtz. Holtz, ouais. Ah non. Bon, j'ai me moucher. 2 secondes, je reviens. One eternity later. Me revoilà. Putain, j'arrête pas de... Donc ça part de Finn Holtz, on disait, qui a une vie de merde. Sa mère est en prison. Lui, il passe de famille d'accueil en famille d'accueil parce qu'il a pas de père. Jusqu'au moment où son oncle, donc le frère de sa mère, décide de le prendre sous son aile. Et donc il va à la Nouvelle-Orléans et là-bas il va rencontrer des gens. Donc il y a un peu de tout. Là, il y a beaucoup de représentations. Il y a de la romance avec le trope Grumpy X Sunshine, comme on dit en anglais. On a de l'amitié, on a un road trip dans ce tome-là. Je vous la conseille. J'ai envie de vous dire un peu ce qu'il y a dedans et en même temps j'ai envie de vous dire faut découvrir parce que plus tu lis et que tu découvres et plus c'est cool. Mais ouais, vraiment très bien. Voilà. Ensuite, en mars, j'ai lu Romance à l'anglaise de Erika George aux éditions Casterman. En anglais, le titre c'est Witty in Pink. C'était super sympa comme livre. À la sortie de l'hiver où j'en pouvais plus de ma vie, parce que je fais partie des gens qui n'aiment pas l'hiver. Je préfère quand il fait beau qu'il fait chaud. Voilà, c'est écrit en gros ici, mais au cas où, je vous le redis, c'est une romance. Les thèmes, on va dire, c'est ami à ennemi à amoureux en français. Donc friends to enemies to lovers. Il y a du féminisme un peu dedans. Donc si vous aimez un peu les livres de Jane Austen et les films aussi. Si vous avez vu par exemple la série Orgueil et Préjugés, puis ensuite il y a eu le film en 2006, Orgueil et Préjugés toujours. Si vous avez vu Raison et Sentiment, ce genre de film, et ben ça va vous plaire. Je vais vous lire la 4e de couverture pour vous fassiez une idée. Wexford Park, été 1812. Bliss déteste Briggs, et pour cause, il l'a humiliée en la précipitant dans l'auge à cochon quand ils étaient enfants. Lorsqu'ils se revoient, Briggs est devenu un séduisant jeune homme, quoique un peu trop sûr de lui. Bliss, elle, irradie de charme et d'esprit, malgré sa passion ridicule pour les abeilles. Mais Briggs a d'autres soucis que cette petite peste. Endetté jusqu'au cou, il doit absolument épouser la richissime Sabrina. Tout miel, Bliss lui propose alors un marché audacieux. Elle l'aidera à conquérir l'héritière s'il trouve un mécène pour financer ses ruches adorées. De dîner en bal, de tea time en promenade, les ennemis jurés se rapprochent, jusqu'à échanger un baiser ardent. Le pire, ce n'était pas si désagréable. C'est pour dire que très bonne lecture, coup de cœur, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, donc j'ai lu en manga Thunder 3 si je pense à la française. Et donc c'est un manga de Yuki Ikeda aux éditions Pika, dont je vais vous lire le résumé. Pyontaro est un collégien dont la petite sœur Futaba l'aime plus que tout. Un jour, lui et ses camarades surnommés les Small Three décident de jeter un œil à l'étrange disque reçu par leur professeur. Les garçons sont cependant loin de se douter que celui-ci est relié à un autre monde. Et pendant qu'ils ont le dos tourné, voilà que Futaba se retrouve aspiré dans cette dimension parallèle. Pyontaro et ses compas parviendront-ils à retrouver la petite fille? Et quel est cet étrange univers dans lequel ils ont atterri?
Et bon, au début tu te dis bah ok. Mais franchement c'était trop cool. Le mangaka il a décidé dans son histoire de faire 2 styles de dessin différents. Donc il a ce style de dessin très rond comme sur la couverture, un peu genre faisait Osamu Tezuka. Et dans notre monde entre guillemets, il a un style vachement plus réaliste. Et je trouve que la cohabitation, on va dire, des 2 styles, ça crée vraiment un rythme et une ambiance particulière que j'ai beaucoup apprécié. Voilà, j'ai passé un bon moment de lecture, j'ai lu ça super rapidement. C'était vraiment super sympa, faudra que je lise la suite. Voilà, donc je vous le conseille. Ensuite, toujours en avril, j'ai lu Sous les étoiles de Bloomstone Manor de Marie Orchard aux éditions Casterman. Bon, c'est français. Vraiment un coup de cœur aussi. On est un peu sur la même ambiance que celui-là. D'ailleurs, en fait, à la base, j'avais vu pas mal de pubs pour ce roman-là. Et donc, je suis allée à ma librairie. Je voudrais une romance à l'anglaise. Elle me dit « Ah ouais, il était vachement bien. Ah bah si vous aimez ce genre de livre, faut prendre celui-là. » Et puis sa suite, dont je vous parlerai un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Et ouais, c'était vraiment un coup de cœur, là encore. Donc ambiance un peu à la Jane Austen, tout ça. Angleterre, donc il y a un peu de mystère, il y a du féminisme aussi dedans, il y a de la représentation. Ouais, vraiment une bonne lecture quoi. Je vais vous lire la 4e de couverture. Agathe Langlais a 19 ans en cette année 1898. Contrairement aux attentes de ses parents, la jeune femme boude les bals mondains et ne vit que pour l'astrophysique qu'elle étudie en cachette avec la complicité de sa gouvernante. Alors que les Langlais viennent de quitter Londres pour s'installer à la campagne, Agathe fait la connaissance de leur excentrique voisin, Lord Nathanael Stone, dans sa demeure de Bloomstone Manor. Une rencontre qui va changer sa vie du tout au tout. J'ai passé un très bon moment de lecture, très bon livre, je vous le conseille, voilà. Ensuite, toujours au mois d'avril, j'ai participé à la campagne Ulule de Yatou pour sa série Erika et les princes en détresse. Donc j'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2, le tome 3 et j'ai lu le petit bonus Erika au royaume rase-poil. Je vais vous lire la 4e de couverture. Dans ce monde d'heroic fantasy, ce sont les femmes qui détiennent tous les pouvoirs. Les genres sont inversés. Fini les demoiselles en détresse. Place aux femmes fortes et courageuses. Erika, notre princesse guerrière, compte bien succéder à sa mère et prendre sa place sur le trône. Sauf que, elle ne veut pas se marier. Pour échapper à cette tradition, on lui confie une mission, celle de sauver des princes en détresse. Cette quête tombe à pic pour la reine qui va pouvoir s'en servir à son avantage. Donc en gros, ça reprend un petit peu comme les contes voilà, qu'on a pu avoir quand on était petit. Là par exemple, c'est le prince qui fait référence à Blanche-Neige. Je crois qu'il s'appelle Blanc-en-Neige. J'aime bien les petits jeux de mots comme ça, c'est marrant. Elle inverse un peu les rôles et tout, et puis elle re-questionne un peu nos sociétés, tout ça, tout en étant dans un truc assez fun, assez marrant. Voilà, enfin, vous voyez le style de dessin un petit peu là, sans trop spoiler. Et franchement, très bonne lecture, j'aime trop. Et ça faisait des années que j'y lisais comme ça, quand j'allais sur internet, et je me suis dit, vu que j'aime bien, autant soutenir un peu cette œuvre qui est cool. Et donc j'ai acheté les versions papier. Donc je ne saurais que trop vous le conseiller, c'est très très cool, ça se lit bien et j'ai passé un agréable moment de lecture, voilà, c'est un peu le but. J'ai lu donc le tome 2 de Bloomstone Manor, donc ça s'appelle La première rose de Bloomstone. Donc c'est pas une suite directe du tome 1, c'est un spin-off qui est centré sur Nathanael Stone, qui est dans le tome 1, il est secondaire, et dans ce tome-ci, il est principal. Et en fait, on retrace toute la vie de Nathanael Stone jusqu'à la rencontre avec Agathe, et on en apprend plus sur lui. J'ai beaucoup aimé aussi ce roman, parce que Nathanael Stone, j'ai vraiment adoré ce personnage dans le tome 1, plus que tous les autres d'ailleurs. Et donc voilà, j'étais super contente de voir qu'il y avait un tome consacré à lui. Parce que c'est le plus mieux bien, voilà. Au mois de juin, j'ai lu Hunger Games, Lever de soleil sur la moisson. Donc là, c'est encore un spin-off de Hunger Games, les 3 premiers tomes, là, la trilogie. C'est le deuxième spin-off. Le premier spin-off, il était centré sur le président Snow. Et donc sur lui-là, on est sur Emmett Abernathy, qui n'est autre que le mentor de Katniss et de Peeta dans la trilogie initiale. Et que vous dire, mis à part que c'était vraiment un banger. Je peux le dire comme ça? Je vais le dire comme ça. C'était vraiment trop chouette. J'ai passé un très bon moment de lecture. J'ai hâte d'aller voir le film. Là, il va sortir, je crois, l'année prochaine, un truc comme ça. Et donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est Hunger Games, je vous fais un petit résumé rapidos.
On est à Panem, il y a le Capitole et puis ensuite il y a 12 districts. Et le Capitole, pour bien resservir les districts, hein, pour leur rappeler c'est qui décide, c'est qui le boss, organise chaque année les Hunger Games. Donc en gros, ils prennent 2 enfants par district, un garçon et une fille, et après ils les mettent dans une arène, et le but c'est qu'ils s'entretuent tous, et celui qui reste, bah, il a gagné. Voilà, il a gagné le droit d'être traumatisé à vie. Vraiment, j'aime trop cette saga, je la suis depuis la sortie des films avec Jennifer Lawrence, et j'aime trop. Donc voilà, je continuerai à suivre jusqu'à ma mort. Voilà, ensuite, toujours au mois de juin, j'ai lu Fourth Wing. J'ai lu Fourth Wing parce que j'en ai entendu du plus ou moins bien, on va dire. C'est une romantaisie avec des dragons. Donc moi j'ai surtout retenu il y a des dragons, ça va être trop cool et tout. Et comment dire, ouais. En fait, plus je lis des romantaisies, plus je me dis ouais, c'est peut-être pas trop pour moi en fait, parce que bah il y a pas trop de world building, il y a pas trop, bon il y a les dragons, c'est sûr. Après la relation des personnages, je trouve elle est bof, enfin c'est pas très bien amené. Il y a plein de gens qui meurent et au final on s'en fout un peu. Enfin bref, je vais vous lire la 4e de couverture. S'envoler ou mourir. Rien ne prédestinait Violette Sorrengail à être une cavalière. À son arrivée à l'académie de Basse-Gasse, elle était censée intégrer le cadran des scribes et mener une vie tranquille parmi les livres. Elle dont les os sont si fragiles qu'ils peuvent se briser au moindre choc. Mais Violette n'a d'autre choix que de satisfaire aux ordres de sa mère, la générale Sorrengail, elle-même cavalière et dresseuse de dragons, et de s'inscrire aux épreuves de sélection pour devenir dragonnière, l'élite de la Navarre. Pourtant, le simple fait d'envisager de participer à cette compétition lui paraît fou. Car les dragons ne se lient pas aux humains fragiles, ils les brûlent. Mais Violette a beau être la candidate la moins forte physiquement, elle est rusée et rapide. Des qualités indispensables quand on évolue dans un monde sans foi ni loi, où les alliés peuvent vite devenir des ennemis. Violette va devoir penser à un plan solide, car cette aventure n'a que 2 issues. Passer toutes les épreuves ou mourir. Et en fait, ouais, vous voyez ce que je viens de vous lire ? En fait, ça représente genre, je sais pas, les 100 premières pages quoi. Et après, il y a la romance qui se met en place. Alors, elle a un côté slow burn, et à un moment, en même temps, elle a un côté genre, on s'en bat les couilles. En fait, enfin, je sais pas comment dire, je suis horrible, je suis désolée, hein, mais... Donc le côté dragon, c'est sympathique. Le world building, il y a quasiment rien. Enfin, je veux dire, par exemple, à un moment donné, elle te fait... Nous sommes dans une forteresse, entourée de forêts. Et c'est tout. Tu sais pas quel genre de forêt, la forteresse, tu sais pas trop à quoi elle ressemble. Il y a pas trop de description. Il y a beaucoup d'actions et tout, donc bon, ça se lit rapidement, c'est pas trop désagréable à lire, quoique la traduction française, elle est vraiment claquée au sol. En fait, c'est comme si il y avait des expressions anglaises qui, au lieu d'être adaptées dans le langage français, avaient été juste traduites littéralement. Ce qui fait qu'en fait, c'est pas vraiment faux, mais ça veut rien dire. Bon, de toute façon, Nina Quill, elle a fait une vidéo sur la traduction, elle a donné des exemples. Allez la voir parce qu'elle a 100% raison à ce niveau-là. Burke, voilà. Ensuite, c'est très sexualisé, il y a beaucoup de cul dedans. Alors, il y a toute une partie où c'est un peu sous-entendu, où en mode Violette, dès qu'elle voit Xaden, elle est en mode « Ah, il est trop beau, avec ses biceps, son torse musclé, ses abdos, machin, enfin voilà. » Sur la fin du tome, il y a des scènes de olé olé, hein, Et à un moment donné, je me suis posé la question, quand j'approchais de la fin du livre, je me disais « Mais est-ce que on va se rappeler qu'il y a un fil rouge, en fait, il y a un fil conducteur au milieu de tout ça ?» Mais ça donne trop l'impression que c'est moyennement réfléchi, tu vois. Donc j'ai pas détesté, mais j'ai pas aimé non plus. Au mois de juillet, j'ai lu Entre leurs mains de Anne-Lise Heurtier aux éditions Casterman. Ça parle de ce qui s'est passé dans les couvents de la Madeleine. Je vais vous lire la 4e de couverture. Elles affirmaient que c'était la seule façon de chasser le malin qui s'était installé en nous. C'est l'histoire de milliers de jeunes Irlandaises enfermées derrière les murs d'un couvent. C'est l'histoire de ces femmes condamnées pour avoir eu le tort d'être la proie des hommes. C'est l'histoire d'un jeune homme qui écoute et prend conscience qu'il porte en lui la même violence. C'est l'histoire de la lumière au milieu de la souffrance. Inspiré de l'histoire vraie des couvents de la Madeleine, l'un des plus grands scandales de l'Irlande du XXe siècle.
Et bah c'était une bonne lecture, voilà, j'ai beaucoup aimé parce que le sujet m'intéressait, j'avais vu ça aux infos, je sais plus où, enfin sur internet en tout cas de sûr. Et je m'étais dit tiens, j'aimerais bien en savoir plus et tout. Donc j'ai vu ce roman et tout. Alors le début j'ai eu un peu de mal parce que en fait les 96 premières pages, on parle pas du tout des trucs découverts de la Madeleine, on parle d'un gars qui fait des trucs, enfin voilà. Donc au début j'étais en mode mais je m'en fous un peu de lui en fait. Et après donc on parle enfin de ce qui s'est passé. Ce roman est une fiction qui se base sur des faits ayant existé. Il comporte des scènes qui équivoquent le V, la maltraitance physique ou psychologique ainsi que le S. En outre, le point de vue de Finnegan, notamment au début du roman, est celui d'un jeune homme conditionné par un système encourageant la domination masculine qu'il n'a jamais interrogé. Il s'agit là d'une posture de personnage que l'autrice a à cœur de questionner. Et une fois qu'on est avec la vieille folle, comme dit Finnegan, et qu'elle commence à raconter sa vie en fait, et là ça devient super intéressant quoi. Ça se lit super vite, puis bon bah, c'est un roman qui est assez court donc c'est sympa. Et moi j'aime bien quand il y a un thème en particulier dans un roman, qu'on aille directement sur ce thème-là et qu'on tourne pas autour du pot pendant 15 ans. Mais au final, l'ensemble fait sens, quoi. Après, j'avoue que comme c'était court, je sais pas, je suis restée un peu sur ma faim. J'aurais voulu en avoir un peu plus d'éléments, plus de trucs. Les couvents de la Madeleine, c'est quasiment sur tout le XXe siècle, quoi. Ça a commencé au début 1900 et ça s'est arrêté en 1990, donc... il s'est passé beaucoup de choses, mais voilà, enfin, c'est un point de vue intéressant. J'ai lu encore en juillet Hokusai, à la découverte du Japon, de Giuseppe Latanza et de Francesco Mattozzi aux éditions du Seuil. Donc c'est une espèce de roman graphique qui parle d'un peintre et dessinateur japonais. Voilà, donc par exemple La Grande Vague de Kanagawa, c'est lui qui l'a fait. Moi j'aurais mis un peu entre bande dessinée et roman graphique. Donc voilà, c'est un peu documentaire. Donc sur Hokusai, sa vie, son œuvre. Et voilà, c'était intéressant. Si vous aimez bien le Japon et que la culture japonaise, ça vous intéresse, et bah ça peut vous intéresser. Toujours la saga de la Nouvelle-Orléans, donc le tome 2, enfin dans l'ordre de sortie en tout cas. Le jour où le soleil ne s'est plus levé, de Nin Gorman et Maria Lino, toujours, aux éditions Albin Michel, toujours. Ce tome 2, il reprend un petit peu beaucoup en fait les événements du tome 1, mais du point de vue de Nate, parce que dans le tome 1, on est du point de vue de Finn. On va dire toute la première partie du bouquin, ça reprend vraiment les événements du tome 1 que je venais juste de lire, mais du point de vue de Nate. Donc j'avais juste l'impression de relire le même truc, et c'était un petit peu redondant, on va dire. Donc j'ai fait une petite pause, j'ai lu d'autres trucs, et puis comme ça, l'histoire comme ça, je l'avais un petit peu moins fraîche, on va dire. Le fait de me replonger un peu dans leur univers à eux, vachement agréable, vachement bien. Là, et en apprendre un peu plus sur Nate, j'ai trouvé ça super intéressant, parce que Nate, je l'aime bien aussi comme personnage. Enfin, je les aime bien tous en fait. J'ai adoré, et je vais lire la suite, et ensuite je vais pleurer parce que ça sera fini, et qu'il faudra trouver une autre saga trop cool qui me plaira autant. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ça ne fut pas facile, mais nous avons survécu. Je pense qu'il faut que j'accepte que mes vidéos seront toujours un peu chaotiques parce que je suis moi-même un peu chaotique. C'est comme ça, c'est la vie. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce en l'air. Puis si vous avez des lectures que vous avez aimées et que voilà, vous avez envie de partager cela, eh bien les commentaires sont là aussi pour ça. Et bah passez une bonne journée. À bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!